Louis Vuitton was just 14 when he left the Jura on a journey to Paris, where he learned to master carpentry. Carpentry, which he used to engineer crinoline petticoats. For Empress Eugenie, Louis became a man of note. Noted by the world of fashion, his fame was gracious and still dominates fashion today. Always creative, always audacious. Audacious, synonymous with his name, where art and craftsmanship soon became, from Capucine to Agnières, sources of innovation beyond compare. Comparing his customers' needs, his intuition of an age of greater travel than any before. He invented the flat trunk, the first modern luggage, the famous S-lock, an unpickable thief block, the mini trunk, and so much more. More cases, accessories, and custom luggage, visionary in all types of voyage. Savognin de Brazza's camp bed trunk for explorers caused a sensation amongst the influencers. Influencing the 30s as women found a voice, Louis Vuitton's new keepall gave them a choice of purses to carry that are now fashion icons. Iconic is the monogram LV, standing for true artistry. Art nourished by travel, then further enhanced by Sprouse Murakami evolving in a dance. Dance of creative genius soaring onward and up, like the wind-blown sails of the America's Cup. Cup sails that echo the avant-garde lines of the foundation, a symbol that defines the courage beloved of Louis Vuitton. I have no destination. I have a destiny. I don't walk behind. I find new paths. The farther I can see, the farther I can go. The horizon is always moving, changing. Inspired by the past, we make the future. Above the ordinary, To the extraordinary. We are passengers on different roads, part of the same journey. the spirit of travel. Louis Vuitton. Il y a un des bureaux d'études avec qui je travaille à Lyon qui m'a donné les premières esquisses de Frank Gehry. Et je l'ai tout de suite affiché ça dans mon bureau en me disant waouh, maintenant on va arrêter de rigoler. Quand on arrive le matin et qu'on vient dans le bâtiment, on prend une claque dans la figure. Je me suis demandé ce que ça allait donner. On n'a jamais vu un projet pareil. Quand j'ai réalisé que c'était un bâtiment exceptionnel dessiné par Gehry, c'était un challenge. De toute façon, c'était un challenge parce que pour moi, c'est plus un chef-d'œuvre qu'une construction traditionnelle. Alors, je vous avoue que les 3 premières années ont été terribles. Le chantier a connu plein de bouleversements dans la conception. Il fallait toujours se remettre en question pour pouvoir concevoir quelque chose qui soit fonctionnel. L'objet architectural qu'on a construit est tout à fait exceptionnel, donc pourquoi pas pousser
les autres sujets au maximum et essayer d'embarquer toutes les personnes qui ont participé au projet aussi dans une démarche respectueuse de l'environnement. Ici, l'objectif numéro 1, c'est la qualité de réalisation, que ce soit en termes de pérennité ou en termes d'esthétique. Je suis souvent serein parce que je pense que les compétences existent toujours quelque part. Nous, on est des intégrateurs d'expertise. Et donc, un vrai manager, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher les bonnes expertises et de faire l'assemblage qui va bien pour faire fonctionner son projet. Ce projet est difficile à faire, mais il est très difficile à concevoir. Entre le plan, le dessin, l'image que va vouloir Frank Gehry et la description et technique et architecturale que doit assurer cet bâtiment, studio, tous les composants de la maîtrise d'œuvre, pour pouvoir sortir un dossier qui va permettre de consulter et d'attribuer plus de 60 corps d'État, c'est 50 plus, hein. C'est 50 plus. Chez Vinci, on a une volonté, c'est de faire de l'entreprise générale pour être maître de notre destin. C'est-à-dire travailler en amont avec le client, c'est parfait. Développer ensuite le programme avec la maîtrise d'œuvre en entreprise générale, ça nous permet d'avoir la maîtrise, être capable d'anticiper et donc être maître de notre destin. Quand il a fallu prendre des décisions sur le gros œuvre, ça n'aurait pas été possible de façon décente si on n'avait pas compris ce qui allait se passer ensuite en charpente, en clos couvert, en corps d'état techniques et architecturaux. Donc oui, c'était plus qu'un atout, c'était une nécessité absolue pour que le projet se conduise dans des conditions de qualité et de délai raisonnables. Le plus compliqué a été de faire comprendre aux gens que même s'ils avaient eu l'habitude de faire autrement, il fallait faire de la manière que Vinci leur imposer. On avait une manière de travailler, c'est-à-dire, je vais donner un exemple, les matériaux, ils doivent être choisis et sélectionnés et il faut les proposer à l'architecte. Donc avant de commander un matériau, on le propose à l'architecte. Et il y a tout un processus d'acceptation avant que le produit soit mis en place. Ces verrières sont des éléments qu'on ne voit jamais sur les bâtiments courants et qui génèrent des efforts tout à fait inhabituels par rapport à ce qu'on connaît. Donc c'est un challenge de comprendre comment ce bâtiment fonctionne et comment traiter ce problème. On a envie d'aller de l'avant et d'inventer, d'innover et pas avoir la complexité comme un frein, mais plus comme un moyen d'aller de l'avant. Ce chantier, en étude, c'est plus de 20% pour l'entreprise générale, ce qui est colossal. Sur une étude standard, c'est 3 à 4%. En 2008, début 2009, la 3D, personne ne sait ce que c'est en France. Avec les modifications qu'elles ont subies, ces surfaces, je voulais bien voir que l'overview correspondait au panneau. La 3D, c'est l'architecte qui l'a initié, puis derrière, toute la chaîne du bâtiment s'est adaptée. Il faut comprendre que sur ce bâtiment, vous aviez plus de 6 bureaux d'études qui travaillaient, dont 4 sont à l'étranger. Et vous avez un de ces 6 bureaux d'études, celui de Vinci, qui regroupait l'ensemble et qui faisait ce qu'on appelle le filaire, ce qui faisait le modèle global. Et pourquoi on a fait de la 3D? Pas pour des problèmes de matériaux, pas pour des problèmes de process, parce que la géométrie du chantier est la plus complexe qu'on ait rencontrée. Et on imagine mal de faire des plans en 2D quand vous avez des surfaces complexes qui se rejoignent, quand vous avez des interfaces entre plusieurs lots différents sur des géométries différentes. Il n'y avait pas d'autre solution que de travailler en 3D. C'était un moment dans l'histoire du chantier où on a 2 boîtes qui sont un peu suspendues en l'air sur la structure du bâtiment. Elles étaient entièrement posées sur échafaudage. On avait le tiers du parc national dans des échafaudeurs qui étaient bloqués sur le chantier.
Donc la première priorité qu'on a fait justifier avec un rapport d'expertise, ça a été de dire on ne peut pas laisser ça dans cette situation, il faut qu'on termine ces boîtes qui ont besoin d'être terminées pour être stables sur l'échafaudage, parce qu'en l'état, ce n'est pas pérenne. C'est là où on a prouvé qu'il y avait vraiment un état de confiance entre nous et le client. Et le client, lui, a décidé de son côté de ne pas suspendre les études. On a continué toutes les études en cours et également de ne pas suspendre les fabrications importantes. La dynamique positive que nous avions, c'est oui, on va arrêter physiquement les travaux, mais on va faire en sorte que cette étape de ralentissement soit une étape qu'on mette à profit pour mieux préparer le projet. On a ressenti le 21 janvier comme une date catastrophe. On a ressenti le 18 avril comme une date de bonheur. Donc on va fêter ça ensemble aujourd'hui. L'équipe Vinci, elle a jamais lâché le morceau. Voilà. Je pense que l'abnégation, à vouloir finir coûte que coûte, c'est ça qui nous a beaucoup aidé. Et puis le lien, parce que finalement on a réussi à créer une équipe soudée, on était finalement tous bons copains. Et ça aide beaucoup aussi, on ne s'est jamais tiré dans les pattes. Et voilà, donc ça c'est une des clés de la réussite pour l'équipe. Il ne faut jamais penser que tout est compliqué. Si vous partez de ce postulat-là, vous rendez tout compliqué. Notre métier à nous, c'est de rendre simples les choses. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, on m'avait posé une question, on m'a dit « mais quelle est la plus grosse difficulté que vous ayez rencontrée ?» Et en fait, ce n'est pas la technique, ce n'est pas les nouveaux matériaux. La plus grosse difficulté qu'on a rencontrée, ça a été l'humain et la manière de gérer la communication. Et la manière de faire comprendre à chaque intervenant que notre intérêt à chacun, c'est l'intérêt du projet, donc l'intérêt commun. Sur un projet comme ça, avec toutes les maîtrises d'œuvre, on devait être 150-200 et faire travailler tout le monde ensemble dans le même but, au même moment, avec la même dynamique. C'est ça les vraies difficultés qu'on rencontre tous les jours. Il n'y a rien eu de facile sur ce projet. Mais cette coactivité d'entreprise, elle a été parfois difficile à gérer. Quand les chocs culturels apparaissent et se surajoutent aux objectifs et aux contraintes de chacune des entreprises, ça rend les choses difficiles. Vous rajoutez à ça la barrière de la langue. Alors, tout ça, ça a créé une sorte de grosse bouillotte, parfois difficile à maîtriser, mais comme tout le monde avait le même objectif et était là pour réussir le projet qui est tellement beau, les gens se sont surpassés et ont accepté de franchir ses limites. On a toujours en tête que notre moteur, et ce qui doit être notre but, c'est la satisfaction du client. Donc c'est prendre en compte ses demandes dans la mesure du possible pour toujours lui donner le maximum de satisfaction possible. Ils se disent contrôle externe, pourquoi on n'en a pas besoin? On sait faire, tu sais faire. Oui, on sait faire. Mais c'est donner des garanties aux clients et d'éviter des bêtises aussi. Parce que je vois sur l'atelier en Espagne, quand on a fait monter des poteaux, l'Institut de soudure est resté 15 jours là-bas pour suivre ça. Il ne serait pas resté, on aurait peut-être eu des problèmes. Alors on sait ce que ça coûte au départ, mais s'il y a des bêtises, on ne sait plus ce qu'elles coûtent. La plus grande fierté, c'est d'avoir participé à une immense réussite collective, qui est bien sûr au départ initiée par le maître d'ouvrage, mais à laquelle on a forcément contribué parce qu'on a pris des risques pour y arriver, parce qu'on a dirigé toutes ces entreprises qui ont participé à la réalisation de cet ouvrage et qu'on a tout fait pour tirer d'elles le meilleur à chaque fois. On est arrivé quand même à plus de 2 millions d'heures et c'est merveilleux d'arriver à la fin de cet magnifique ouvrage et de ne pas en avoir un accident grave. C'est un projet qui est tellement beau qu'on s'en sent forcément détenteur.
Et quand je le regarde là, enfin, je ne peux pas m'empêcher de décrocher mon regard de la caméra, je vois le bâtiment, c'est merveilleux, c'est superbe, hein, c'est quelque chose, c'est une œuvre en fait, c'est plus qu'un bâtiment, c'est une œuvre. C'est ça en fait mon souvenir, c'est de croire que c'est possible et de se donner tous les moyens pour y arriver. Je me suis rendu compte que c'est un projet unique, unique peut-être dans une carrière, unique dans la vie professionnelle. Au départ, quand on a attaqué ce projet, je faisais des présentations à beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur. Et le projet étant très complexe, la première année, on avait tendance un peu à rouler des mécaniques. Et puis après, je me suis dit, mais c'est idiot. Oui, on va montrer qu'on est capable de faire des choses exceptionnelles, mais dans notre métier, il n'y a pas que des bâtiments exceptionnels. Donc après, on a compris que c'était un client pouvait sortir d'ici en se disant, bah, c'est bien, ils sont vachement forts, mais tout ça, ça me sert à quoi? Donc en réfléchissant là-dessus, bah, je me suis dit, bah, ce qu'il faut, c'est tirer des applications simples de tout ce qu'on a appris ici pour des chantiers standards. Et donc, toutes ces applications simples pour des chantiers standards, aujourd'hui, nous permettent d'être beaucoup plus productifs, travailler en sécurité, en qualité. Et donc tout ça, on l'a mis à profit pour le groupe. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. Frank Gehry, il m'a dit « Daniel, je trouverais formidable que tu fasses un travail entre les voiles et les terrasses, etc. dans ce bâtiment. Est-ce que tu pourrais penser à un projet ?» Donc ma question, c'est est-ce que tu vois un inconvénient si le projet consiste à toucher directement à la structure en collant des choses sur les vitres? Et sa réponse est, mais écoute, bien sûr, pourquoi pas. Et je lui ai dit à ce moment-là, je pense que ça peut changer fortement l'allure générale du bâtiment. Il m'a dit, un musée, c'est fait pour les artistes et éventuellement pour être détruit ou reconsidéré. Donc, de ma part, en tout cas, fais le projet que tu veux, carte blanche, etc. Dans l'esprit de la Fondation et de Bernard Arnault, on a créé depuis le départ l'idée de commandes précises aux artistes pour en effet établir un dialogue qui révèle et sublime aussi différemment l'architecture en même temps que leur propre travail. C'est un principe de dialogue qui est recherché de toute façon ici. Donc Daniel s'inscrit dans cette ligne-là. Voilà. Ce qui est certain, c'est que cette construction, cette architecture est pour moi un outil extraordinaire pour expérimenter de manière plus riche ce que j'ai déjà pu faire avec ce même type
et de matériaux et de jeu sur les transparences. En faisant ça, je voulais faire quelque chose qui décolle et qui casse cette unité plus ou moins monochromatique. Et de ne pas remplacer cette espèce d'uniformité colorée par une autre uniformité toute rouge, toute bleue ou toute jaune. Et je me suis dit, la seule façon de briser ça, c'est évidemment de dire, bon, on va mettre autant de couleurs qu'on a de voiles. L'introduction de la couleur, ça change tout. Parce qu'avant, il y avait un côté très lié à la nature, comme si c'était un voilier, le vent, la nature, mais c'était du blanc. Et là, je trouve que ce qu'apporte Buren, c'est une modernité supplémentaire. C'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, l'identité de Vuitton, parce que c'est un oiseau qui s'envole en couleur, comme la mode. Ce qui est formidable avec Daniel, c'est qu'il a une capacité d'analyser les lieux et de voir exactement ce qu'il peut en tirer avec un sens de la stratégie visuelle qui est tout à fait exceptionnel. Et plus il va, plus c'est patent. Parce que, évidemment, ce travail rentre dans une ligne de travaux qu'il a fait sur, en effet, les reflets, la lumière, la couleur, etc. Mais là, il y a une spécificité qui tient, en effet, à la spécificité absolue de l'architecture. Donc d'avoir un support pareil, c'est forcément très différent de tout ce qu'il pourra vivre et proposer ailleurs, je pense.
Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. C'est grâce à la volonté obsessionnelle de notre premier invité que les trésors collectionnés compulsivement par son grand-père russe, Sergueï Choukine, sont visibles aujourd'hui à Paris. Des Vainés fauves de Gauguin, un salon rose de Matisse, des Picasso cubisto-africains, au total 130 chefs-d'œuvre de l'art moderne et quelques maîtres de l'avant-garde russe fécondés par la fabuleuse collection Choukine. L'actualité ensuite, c'est le débat de la nuit dernière entre les deux candidats à la présidence américaine. Donald Trump pourrait récuser le résultat du vote en cas de défaite. Ce serait une première aux États-Unis, une sorte de déni de démocratie. Avec quelles conséquences? Au-delà de ce que Barack Obama a par ailleurs qualifié d'infantilisme, à quoi ressemblent vraiment ces deux visages de l'Amérique qui se regardent haineusement en chien de faïence? On en débattra et dans la troisième partie de l'émission, les chérubins Mauduit et Saltiel raconteront la rencontre de Napoléon avec le tsar Alexandre Ier et la trêve du thé entre l'Inde et le Pakistan. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Arnaud Le Parmentier. Je vous voyais convoiter le catalogue qui est ici sur la table de l'exposition Icônes de l'art moderne. C'est grâce à vous, André-Marc Delocq-Fourcault, que cette exposition a été inaugurée aujourd'hui même et qu'elle sera ouverte au public samedi prochain à la Fondation Vuitton. Choukine sans Poutine pour l'inauguration, c'est bien quand même? Écoutez, c'était une promesse, ça nous a beaucoup aidé, parce que dès qu'il y avait un problème avec les Russes, on disait mais non, mais il y a Poutine qui vient, donc du coup, c'est tapis rouge. Et puis bon, après, il y a eu des problèmes, moi ça ne me regarde pas, l'exposition elle est accrochée, donc du coup, bon, et puis ce qui compte c'est le public quand même. Car c'est l'amitié franco-russe sur le plan culturel et artistique qui compte avant tout. Absolument. Pas bon. C'est le public de l'exposition, c'est pour nous, surtout. C'est pour tout le monde, à partir de samedi. Pour vos auditeurs. André-Marc Delocq-Fourcault, votre empreinte digitale est celle de votre grand-père, quand même, Sergueï Choukine. Dans un instant, on se retrouve après, évidemment, elle est réalisée par Marc-Antoine de Porrette, cette empreinte. En tapant André-Marc Delocq-Fourcault sur Internet, on découvre votre curriculum vitae en ligne, sur lequel vous vous définissez comme un écrivain administratif et juridique et expert en management et financement culturel, retraité. Pour en arriver là, vous êtes passé par Sciences Po et l'ENA où vous côtoyez Guy Sormand, Françoise Chandernagor et Jacques Cheminade, potentiel candidat pour la 3e fois à la présidentielle. Plus que la politique, pour vous, ce sera la culture. Directeur de la Cinémathèque française, directeur de la communication de Jacques Lang, directeur du Centre de la bande dessinée d'Angoulême, mais aussi crédité comme acteur pour le film Le Radeau de la Méduse, scénariste pour La Garce, quand vous n'écrivez pas dans des livres sur le travail au noir ou les jeux vidéo. Une vie presque aussi remplie que celle de votre grand-père, Sergueï Choukine. Disparu 6 ans avant votre naissance, votre aïeul construit sa fortune dans le textile en Russie et commence à collectionner des tableaux de peintres français du nouveau siècle. Sa première toile, l'avenue de l'Opéra de Camille Pissarro. Le début d'une obsession. Autodidacte, bègue et végétarien, Sergueï Choukine vit contre l'air du temps et collectionne avec talent. Matisse, avec lequel il correspond, mais aussi Monet, Derain, Rousseau, Braque, Cézanne, Degas et Picasso. 274 œuvres impressionnistes et modernes installées au palais Troubetskoï, le premier musée d'art moderne au monde qu'il n'hésite pas à faire visiter sur simple demande. Après l'effondrement du tsarisme, Lénine lance les expropriations de bourgeois. Sergueï Choukine fuit à Paris, sa galerie devient musée national avant que les œuvres soient dispersées et votre grand-père oublié. C'est le début de votre combat pour réunir la collection. Une réussite, 130 chefs-d'œuvre viennent d'être accrochés à la fondation Louis Vuitton. André-Marc Delocq-Fourcault, souhaitez-vous que ces tableaux soient enfin réunis dans un même musée pour toujours? Est-ce que ce serait ça l'aboutissement ultime? Que ce ne soit plus seulement un musée à Moscou ou à Saint-Pétersbourg qui réunisse, mais qu'il soit dans un seul lieu, un peu comme la Fondation Barnes à Philadelphie? Votre empreinte digitale est très précise et c'est bien mon curriculum, donc je sais que c'est impossible. Bien sûr que la division est une tragédie, mais c'est maintenant l'un des emblèmes de Saint-Pétersbourg, comme du musée Pouchkine à Moscou. Il faut laisser l'histoire se faire. Après tout, maintenant, c'est 4 heures de TGV et on peut voir les deux. Bien sûr, il fallait qu'on la voit ensemble et il y a une méthode. Pendant 4 mois, il faut venir à Paris, la Fondation. Voilà, et Louis prendre Vuitton, le métro, ligne 1. Et là, voilà, vous y allez. Ce bourgeois enrichi qui devient un héros de l'art moderne, comment il était vécu au tout début du XXe siècle? Comme un fou, certains de ses compatriotes disaient, quand ils arrivaient au palais Troubetskoï, mais il est fou, c'est un provocateur. Le bourgeois enrichi, c'était quand même un peu le Bernard Arnault de l'époque, de l'étape. Il habillait les femmes, il les décorait avec l'art nouveau, c'était l'homme du textile à Moscou.
comme homme d'affaires, on le craignait, on l'appelait le porc épic. Il était plus craint que moqué. Maintenant, on disait, bon, il a un petit grain. Hein, il collectionne des trucs bizarres, comme il est très efficace. D'où lui est venu ce goût? Alors, il y avait ce toucher, ce contact sensuel avec les étoffes qui a développé un œil, une sensibilité esthétique. Et puis quoi? Ses frères, l'un collectionnait à Paris, des rencontres lorsqu'il a commencé à voyager. Comment ça s'est passé? Pourquoi, tout d'un coup, la collectionnite s'est emparée de son être? Il fallait collectionner quand vous arrivez à ce niveau. Vous avez un palais. Oui. Bon, vous faites des fêtes, en même temps vous faites du business, il fallait décorer. Bon, il avait l'œil textile, vous avez raison, il avait 40 ans, donc c'est pas très tôt, c'était un snob, il était content, enfin il était arrivé, et donc vous avez une collection chic, mais qu'est-ce qui fait qu'il achète ce que personne n'achète à l'époque? Il est quand même seul, les prix sont bas, c'est quoi sa spécificité? C'est la volonté de choquer, c'est la volonté de se faire mal? On voit que vis-à-vis de Matisse, il se force à regarder les tableaux qu'il choque lui-même. Oui, Degas 35 000 francs or, le déjeuner sur l'herbe de Monet, on dit 80 000. Ça n'est pas rien. Or, c'est considérable. Oui, oui. Mais je vais vous répondre à la question. Ce qui fait que ça change, c'est le malheur. C'est un homme qui a tout, sauf l'expérience du malheur. Et en 2 ans, il va perdre un fils dans la Révolution de 1905, on ne sait pas dans quelles conditions, sa femme de chagrin, son second fils suicide, et son frère suicide. Il est donc brisé, il est sans but, il n'a plus rien, il a une belle collection un peu chic, et il décide d'inventer, faire quelque chose. C'est un homme d'affaires, il bouge. Et il invente l'idée d'un musée d'art moderne. Et donc il va collectionner non plus pour lui, pour les autres, mais pour les autres, et un musée. Mais il y a peut-être aussi, à travers ce que vous dites, un homme brisé mélancolique, la dimension consolatrice de l'art. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il va se tourner vers les architectes de paradis. C'est-à-dire Gauguin. Mais Gauguin disparu en 1903. Donc il n'y a plus de réserve, si vous voulez. On en prend 16. Par qui le remplace-t-il? Matisse, évidemment, parce que Matisse, il est là. La gaieté. Au cœur du malheur, il voit le bonheur de vivre, et qui d'ailleurs n'est pas acheté par lui, mais qui est une promesse. Mais ça choque pas, ça, à l'époque? C'est-à-dire, grosso modo, il va acheter des tableaux alors qu'il devrait porter le deuil de sa famille? Ça choque tout Moscou, pas tellement le fait qu'il achète des tableaux, mais qu'il achète des tableaux bizarres, et c'est un peu le contraire. On attribue les malheurs suivants au fait qu'évidemment, quelqu'un qui collectionne des trucs qui ne sont pas très sains, bon voilà, c'est Dieu qui le punit, ça c'est l'opinion générale. Mais Choukine, ça c'est pas le genre à refuser ça, c'est un peu comme moi d'ailleurs, on y est quand même arrivé comme vous dites. Donc il y va, il a cette idée musée d'art moderne, il va l'imposer, et c'est pour ça qu'il y a cette dernière section de l'exposition. La section des artistes russes. C'est-à-dire qu'il y a eu un aller-retour, il y a eu des passerelles, il y a eu une fécondation. Les jeunes artistes russes qui venaient visiter ont été imprégnés, influencés. Des gens comme Malevitch, par exemple, on voit le parcours en 4 tableaux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a la moquerie des beaux esprits, bien entendu, mais il y a aussi l'enthousiasme des jeunes. Et les professeurs académiques de Moscou sont terrifiés parce que les gens reviennent et font des ciels jaunes et ils se disent « ça y est, vous êtes encore allés dans l'hôtel Choukine ». Donc il y a un fort courant pour quand même, qui va contrebalancer effectivement la terreur des bien-pensants. André-Marc Delocq-Fourcault, parmi les expériences pour tenter de conjurer son malheur, il y a eu un voyage en Orient. Nadia, vous nous parlez de ce voyage dans le Sinaï extraordinaire? Oui, qui a été la suite de ce malheur qu'il a connu, de cette suite de deuil. Pendant 1 an, il ne va acquérir aucun tableau et puis il décide effectivement de partir, d'aller se plaindre à Dieu, et il entame une traversée du Sinaï pour rejoindre le monastère Sainte-Catherine, et il écrit alors un journal de cette expédition qui est d'ailleurs le seul texte qui nous reste de lui et qu'on peut consulter sur le site de l'Expo. Il y raconte la traversée, les couleurs, les rencontres, juste au moment où il en a assez, il en a marre, les mouches le torturent, il a chaud, il a mal à la tête, il est épuisé, et il écrit ceci: « De pareilles expéditions ne sont plus faites pour mon âge, il me faut Paris, l'art, la musique, la peinture et les belles lettres. » Ça veut dire que c'était impossible pour lui de se tenir aussi loin de l'art? Il est quand même allé. C'est au début, les mouches. Après, il dit qu'il s'habitue. Il va se plaindre, oui. Vous savez, les Russes, ils sont un peu fougueux. Il n'est pas mystique. Et il n'est pas particulièrement mystique. Mais alors là, après tout ce qu'on lui a envoyé, il va se plaindre. Et où est-ce qu'on va? On va dans le Sinaï, là où moi ça a commencé. Alors, il ne monte pas tout en haut, mais il parle. Alors, on ne sait pas. Ça, c'est chacun à ses convictions. Où est-ce qu'il se parle à lui-même? Où est-ce qu'il parle à Dieu? Ça, on va laisser le débat ailleurs. Mais toujours est-il qu'il a une réponse.
Hein, et c'est très clair, c'est comme vous disiez. Il a une réponse, alors d'où elle vient? Il a une réponse, et la réponse, c'est qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu fous là sur ton chameau? Hein, tu vas me remettre ton faux col, hein, tu vas retourner dans les restaurants chics et tu vas acheter des tableaux parce que tu as mon œil, et tu vas utiliser mon œil et moi je te punirai. Tu vas retourner dans les ateliers surtout et absolument. Tu vas acheter beaucoup jusqu'à plus soif. C'était beaucoup les galeristes, les marchands. Et après la révolution bolchevique, quel est son jugement dans son exil? Il est heureux d'avoir échappé à la persécution ou dans un chagrin absolu sur la perte de la collection? Je crois que le chagrin, vous savez, quand vous avez perdu 2 enfants et votre première épouse, on est un peu blindé. Non, je pense fondamentalement qu'il y a une rédemption, qu'il y a une faute quelque part, en tout cas en lui, et que la révolution et l'exil est une forme de pardon, parce qu'il ne part pas avec rien. Certes, il ne part pas avec sa collection, mais il part avec sa petite fille. C'est-à-dire... votre mère. Ma mère. Ce monsieur qui a perdu 2 garçons qui avaient 19 et 21 ans, à 60 ans, il va avoir le cadeau avec sa seconde épouse, absolument inattendu. Son épouse a 45 ans, bon, on est en 14. Hein. André-Marc de Locq-Fourcault, nous pourrions égrener ce roman russe qu'est la vie de votre grand-père. Mais une dernière question. Votre victoire, c'est d'avoir permis d'exhumer définitivement le nom Choukine, que ce nom rayonne sur les cartels, que ce nom rayonne sur le fronton de la Fondation Vuitton, ce nom qui avait été banni par le stalinisme. Rien n'est définitif, un jour le soleil s'éteindra. Ouais. Mais en tout cas, oui, bien sûr, on l'a fait. Et je voudrais quand même... Vous ne vouliez pas les tableaux, vous vouliez je voulais remettre le nom en lumière. Que la mémoire soit rendue. Je voudrais juste dire que j'étais pas tout seul. Et c'était vraiment une équipe, hein, c'est un travail d'équipe entre Bernard Arnault, Anne Baldassare, les conservatrices, et les Russes qui ont accepté de se départir d'un énorme paquet de chefs-d'œuvre. Ils ont pris quand même une vraie responsabilité. Il y en a 130. Parce qu'ils y tenaient. 130 aussi, plus vraiment. les Russes. C'est-à-dire que c'était vraiment commun. Hein, les Russes comme les Français ont accepté de se... Merci, vous êtes un flot impétueux, vous êtes russe. Merci, monsieur de Locq-Fourcault. Et l'exposition ouvre samedi au public à la Fondation Vuitton dans le Bois de Boulogne à Paris. Place au débat, après la Russie, les États-Unis, logique. Place au débat sur les élections américaines qui devront départager 2 candidats identiquement impopulaires, dont l'un, Donald Trump, a menacé cette nuit de récuser le résultat du vote s'il était en sa défaveur. Menace sur la démocratie, on en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. 2 machines de guerre, 90 minutes de duel et une nouvelle polémique. En retard dans les sondages, Donald Trump a dégainé hier la théorie du complot. Il accuse Hillary Clinton et la presse de truquer le scrutin présidentiel. Est-ce que vous accepterez le résultat de cette élection? Je le dirai en temps voulu, je vous laisse dans le suspense. Chaque fois que Donald pense que les choses ne vont pas dans son sens, il affirme que c'est truqué. Au-delà du traditionnel échange d'amabilité, vous êtes la personne la plus dangereuse à jamais avoir été candidate à la présidence. Quelle méchante femme. Le constat est sans appel. Les 2 candidats à la Maison-Blanche ne sont d'accord sur rien. Lui est protectionniste avant tout et promet une baisse massive des impôts. Elle est plus ambiguë sur l'isolationnisme et mise sur une mesure phare du démocrate Bernie Sanders, la hausse du salaire minimum. L'IVG est une autre ligne de fracture. Devenu pro-life depuis qu'il est candidat, Donald Trump s'est dit prêt hier à faire invalider le droit à l'avortement au niveau national pour laisser la décision à chaque État. Sur l'immigration, Hillary Clinton propose une nouvelle loi qui facilite l'accès à la citoyenneté. Le républicain veut lui bâtir un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Même opposition sur l'international, Hillary Clinton accuse son rival d'être la marionnette de Vladimir Poutine. Ce sont donc 2 visions de l'Amérique qui se sont affrontées hier. 2 candidats et une inconnue. En cas de défaite, Donald Trump ira-t-il vraiment jusqu'à refuser le résultat du scrutin? Avec quelles conséquences pour les États-Unis?
Bonsoir, Philippe Golub, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. On rentre dans le vif du sujet, vous considérez que Donald Trump ne pourrait contester les résultats que s'il y a des preuves accablantes de manipulation du vote et de son organisation, mais s'il y a traficotage, comme vous dites, petit trafic, ce serait plutôt du côté des Républicains. Papa Ndiaye, bonsoir, vous êtes historien des États-Unis, vous êtes prof à Sciences Po. Alors, vous considérez que la façon dont Trump a dit qu'il n'accepterait pas les résultats était tout à fait inédite, c'est la première fois qu'on entend ce type de déclaration. On n'a pas connu ça depuis la fin du 19e siècle, en fait. Même lorsque les résultats avaient été très contestés lors des duels Kennedy-Nixon et Bush-Al Gore. Et enfin, Christine Zumelo, bonsoir. Vous êtes professeure de civilisation américaine à l'Université Paris 3. Vous estimez qu'il y a une forme d'intimidation de la part de Donald Trump, mais qu'il ne peut pas refuser la défaite, car c'est un vote indirect. Nadia, une question de nos téléspectateurs. Internet, ouais, oui. Qui demande si le vote électronique pratiqué dans certains États est-il fiable et inviolable depuis l'affaire de 2000 entre Al Gore et George W. Bush. Christine Zumelo, il y avait effectivement eu cet énorme cafouillage en 2000. La Cour suprême avait dû trancher. Est-ce que le système a été perfectionné depuis ? Oui, absolument. Alors, il y a eu un gros cafouillage, comme vous dites, en 2000, qui était dû aussi beaucoup à la façon dont les électeurs votaient à l'époque. Oui. C'était manuel, il y avait des histoires de petits bouts de papier qui ne s'étaient pas bien détachés. Donc ça paraît complètement archaïque et aujourd'hui, dans la écrasante majorité des cas, ça a été vraiment lissé et on passe maintenant avec des machines électroniques. Donc évidemment, il y a moins de problèmes de petits bouts de papier qui ne se détachent pas. Bon, mais là, est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui se répète comme cela ou est-ce que Donald Trump, finalement, il crie dans le désert et il fait peur à personne ? Papa Ndiaye. On n'a aucun élément qui puisse laisser penser qu'à l'échelle d'un comté ou à l'échelle d'un État, encore moins à l'échelle nationale, il puisse y avoir un système de manipulation des élections. On pourrait même dire d'ailleurs que depuis quelques années, c'est dans certains comtés du sud des États-Unis que le Parti républicain s'efforce de limiter la participation électorale de groupes qui ne lui sont pas favorables. De quelle façon ? Eh bien, par exemple, en réclamant un certain type de papier d'identité, les fameux photo ID. Les Américains n'ont pas de carte d'identité. Donc très peu des passeports. Voilà, ils se servent généralement de permis de conduire, mais tous les Américains pauvres, par exemple, n'ont pas de permis de conduire, ce qui est une manière donc de limiter cette participation électorale. Il n'y a pas, si vous voulez, contrairement à la France, une commission nationale qui réglerait la question de la répartition des bureaux de vote ou la question des modalités de vote. Aux États-Unis, ça se règle à l'échelle des comtés et à l'échelle des États. Donc quand Donald Trump dit qu'il y a des milliers de personnes ou des centaines de milliers de personnes... Des millions même. Inscrits à tort sur les listes électorales, Philippe Golub. Ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à aucune réalité. C'est-à-dire que, effectivement, ce qu'a dit Papa Ndiaye est tout à fait exact. Depuis des années maintenant, le Parti républicain s'efforce dans différents États américains de limiter la participation des Afro-Américains, des Latinos, donc des minorités visibles aux États-Unis dans le vote. Souvent avec succès, d'ailleurs, mais dans cette élection présidentielle-là, ça ne jouera certainement pas. Et est-ce qu'il y aura des séquelles, est-ce qu'il y aura des conséquences? Est-ce que même si tout se passe bien, au sens où, par exemple, il y a un vainqueur clair et net, est-ce que ce déni... Ce soupçon va demeurer, une sorte de menace. C'est ce que cherche Trump, d'ailleurs, je pense, à accentuer, aujourd'hui, c'est ce qui fait de l'ordre des débats, à accentuer... La défiance? Oui, la défiance, accentuer la défiance tout à fait délibérément pour aviver les fractures, pour mobiliser sa base la plus radicalisée d'ailleurs, la plus extrême. Il prépare l'après-défaite? Pour l'après-défaite. C'est-à-dire que moi je pense que j'estime que si on essaie de décrypter ses gesticulations et ses paroles, c'est qu'il prépare l'après, il prépare la mobilisation de sa base pour après, simplement dans l'objectif de maintenir ce noyau central d'une minorité radicale de droite et d'extrême droite, plutôt d'extrême droite d'ailleurs, aux États-Unis comme force de contestation et pour empêcher de fonctionner. C'est une forme de venin dans la société américaine qui restera en fait. Je crois qu'il y a une forme de poison qui est en train de s'installer dans la société américaine qui restera. Vous corroborez, Papa Ndiaye? Ça m'a frappé hier soir lors du débat, justement, c'est que Trump ne cherchait plus à convaincre les indécis. Il s'adressait à sa base électorale les plus dures, avec tous les signaux qu'elle attend sur l'immigration, sur l'avortement, il en a beaucoup parlé, et sur d'autres questions de ce genre. Il ne développe plus un programme avec une forme de cohérence et de réalisme. Il fait autre chose, comme si au fond, il avait
admis la défaite en la mettant bien entendu sur le compte de la manipulation et qu'il pensait à autre chose qu'au résultat à proprement parler. On va juste évoquer le chiffre du jour avant votre réaction, s'il vous plaît. Arnaud, le chiffre du jour, c'est important pour qu'on comprenne comment se passe le vote. Il y a le vote, chacun le sait. On n'élit pas directement le président des États-Unis, on élit des grands électeurs dans chaque État. Et quand il y en a combien? 10. Il y a 10, le chiffre du jour c'est 10, c'est les États qui ne sont pas clairs. C'est les swing states, ceux dont on ne sait pas s'ils basculeront du côté Hillary Clinton ou du côté Donald Trump. Alors la question, est-ce que Donald Trump peut encore espérer remporter la Floride, par exemple, un État qui avait fait l'élection, on s'en rappelle, en 2000 Pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, je pense que Trump, c'est la conséquence d'un certain nombre de choses et ce n'est pas la cause de ce qu'il est, bien sûr, et ni des problèmes, la campagne extrêmement dure, extrêmement virulente, saignante qui se déroule aujourd'hui. Alors, la Floride, il semble très difficile qu'il la remporte. Ce n'est pas totalement exclu, mais enfin, il est plombé par le vote latino en Floride. L'élection est jouée, selon vous. Est-ce que c'est plié? Est-ce que c'est plié? Là, je crois qu'on est quand même encore dans l'avant. Donc, il faut... on peut faire des projections. Voilà, il semble qu'il ne gagnera pas. Vous êtes tous d'accord? Oui. En toute probabilité, il est à 3. Si on se fie au sondage. C'est quoi, 7 points d'écart, c'est ça? C'est 7 points d'écart, mais l'ensemble des sondages, y compris au niveau des États. Vous vous fiez au sondage, ça c'est dingue. Non, je me fie aux tendances, tendances générales. Il faut faire attention, bien évidemment. Au Royaume-Uni, on s'est trompé, bien évidemment, dans les sondages. Mais là, on est par exemple dans des États comme le Texas, où il devait normalement être très en avant. Il est simplement à 2 ou 3 points d'avance. Donc, en Floride, c'est kiff-kiff comme ça. Donc, on est quand même dans une situation où, dans les États où il devrait être très en avance, y compris dans les États, il ne l'est pas. Et dans les autres États, il est en chute assez forte. Nadia, alors les médias sont sa tête de Turc. Oui, depuis toujours. Mais c'est vrai que, et on voit bien que chez Trump, c'est pavlovien. Dès qu'il est en difficulté, il s'en prend aux médias corrompus et partiaux qui font rien qu'à truquer l'élection et manipuler les électeurs. Et c'est ce qu'il a fait hier soir lors du débat. Également ce qu'il a fait sur Twitter avec ce message tout en pondération qu'il a publié dimanche dernier. Voilà ce qu'il écrivait. L'élection est totalement truquée par les médias malhonnêtes et biaisés qui soutiennent Hillary la véreuse. C'est triste. Alors je ne sais pas si c'est triste, mais c'est plutôt faux. Parce que si on peut dire qu'effectivement Clinton est très largement soutenu par les journaux américains, on ne peut pas dire non plus que Donald Trump a été victime d'un boycott médiatique. Ce qu'on peut rappeler qu'aux États-Unis, il n'y a pas les mêmes règles de temps de parole qu'en France. Et donc on a ces chiffres. Donald Trump a bénéficié en moyenne de 75% de la couverture de la course aux primaires républicaine. Entre janvier et septembre, la campagne de Trump a bénéficié de 822 minutes de temps d'antenne sur les 3 principaux réseaux, contre à peine 386 minutes pour le camp Clinton. Et puis enfin, le New York Times, qui soutient Clinton, a fait les calculs et évalué que la couverture médiatique dont il a bénéficié équivaut à près de 2 milliards de dollars de publicité gratuite. Donc Donald Trump à la télé, c'est loin d'être fini, parce qu'on parlait de sa reconversion. D'après le Financial Times, il a prévu en cas de défaite de créer sa propre chaîne de télévision. Philippe Golub, est-ce qu'on peut imaginer que finalement, il n'a jamais vraiment voulu être président, mais qu'il fait tout ça dans l'idée de consolider, d'étendre son empire, que c'est ça qu'il avait en tête? Je pense qu'à l'origine, c'était son intention. Et puis qu'effectivement, dans nos discussions juste avant, nous sommes arrivés à la conclusion tous les trois que l'appétit vient en mangeant, comme l'a dit Pape lors de notre discussion. Donc il a cru à un certain moment, que ça pouvait peut-être éventuellement marcher. Là, son ambition personnelle est ce qu'elle est, éventuellement créer un nouvel empire médiatique ou politique, continuer à mobiliser la base, comme Fox News l'a fait depuis 20 ans ou 25 ans, une base radicale. Mais encore une fois, c'est vrai, Trump est un symptôme plutôt qu'une cause. Oui. C'est un symptôme qui est devenu une cause. Enfin, symptôme, mais on a quand même 2 Amériques. Oui, il y a 2 Amériques. C'est quand même le sujet. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment va-t-on se retrouver au soir de l'élection avec deux Amériques? Oui, je pense qu'il faut quand même souligner qu'il n'y a pas une grande mobilisation, une grande ferveur derrière Clinton. Non, elle est assez impopulaire. Oui, elle est assez impopulaire, et je pense que c'est significatif, parce que là, on est dans une situation où, en fait, le discrédit sur la classe politique dans son ensemble est assez large, n'est-ce pas? Christine Joumello, sur cette question de est-ce que c'est notre vision un peu simpliste, vue d'ici, ou est-ce qu'il y a réellement 2 Amériques qui s'affrontent et qui se regardent à travers l'incarnation de ces 2 personnes? C'est une question fondamentale que vous posez. Je crois que pour revenir aussi sur ce que disait Philippe Golub, ce qu'a dit Trump hier soir à la fin, c'est-à-dire je ne sais pas, je verrai, je vais voir si j'accepte pas le résultat.
résultat. Je crois que ça relève un petit peu de système de suspense de série. C'est-à-dire, on attend le prochain épisode. Dans le reality show. Et je crois que, parce qu'à la fin du premier débat, il avait dit non, je reconnaîtrais éventuellement mes défaites. Et là, il change. Donc il est vraiment dans cette dynamique-là, et tout en étant dans une Amérique extrêmement polarisée. Donc si Trump perd, ses électeurs restent. Alors prenons sur le fond différemment. Si Hillary Clinton l'emporte, ce qui est probable, qu'est-ce qu'elle devra reprendre ou prendre en considération de ce qu'a révélé le phénomène Trump? Je pense que ça va être intéressant aussi de voir quelle est la majorité que le gagnant, la gagnante obtient à la Chambre. Mais est-ce qu'on va avoir une Amérique plus protectionniste parce que Trump est protectionniste et qu'Hillary, sous la pression de Bernie Sanders, a dû être protectionniste? Qu'est-ce qu'on doit attendre, par exemple, en économie? Ce qu'elle a déjà indiqué, c'est qu'elle va augmenter le salaire minimum. Elle a promis qu'il passerait de 7,25 $, c'est le niveau actuel, à 12 $. Ça, c'est l'influence de la campagne de Sanders, qui est un peu Wall gauchie. Street doit travailler pour Main Street. Voilà, qui a gauchi la campagne de Hillary Clinton. Et puis surtout, c'est la réalisation que même si l'économie va bien mieux qu'en 2008, quand Obama est arrivé, on était en plein dans la crise financière, 10 millions d'Américains ont retrouvé du travail, le taux de chômage est relativement bas aujourd'hui. Il n'empêche que, les gens qui ont retrouvé du travail n'ont pas retrouvé du travail à hauteur du point de vue des rémunérations de ce qu'ils avaient avant 2008. Donc il y a une forme de colère, d'exaspération que la campagne Trump a su bien saisir, d'ailleurs de manière opportuniste, à l'égard d'une situation économique qui est décrite comme allant bien, alors que pour les Américains... Elle va plus mal. Voilà. Donc là, elle va devoir s'adresser à cette fraction de la population américaine qui se sent mise de côté. Elle est audible, sachant tout ce qui a été dit sur Wall Street, précisément, son lien avec la finance. Elle est audible. Le libéralisme effréné, échevelé. Est-ce qu'elle est audible, Philippe? Il me semble qu'elle est capable, sans doute, de se transformer. Elle sera présidente, elle ne sera plus ex-sénatrice. Donc c'est possible qu'il y ait un changement dans ses orientations sur le fond, au niveau programmatique. Il me semble évident que ce genre de problème, le problème économique et social long et profond qui se profile depuis 2008, est un problème que nous connaissons aussi ici en Europe, n'est-ce pas? C'est le même genre de phénomène, avec des fractures similaires, des problèmes à la fois idéologico-politiques similaires, n'est-ce pas? Des profils similaires. Donc, si elle a l'intelligence et la capacité de restaurer le crédit de l'État par des programmes sociaux qui fonctionnent, je pense que ce serait une bonne chose pour l'ensemble de la santé des pays du système euro-atlantique. Alors, on en revient une seconde au soutien de Donald Trump, un soutien tout à fait inattendu. C'est Julian Assange, lanceur d'alerte et fondateur, voici 10 ans, de Wikileaks. Thibault Nolte déchante totalement. Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que Trump dévisse dans les sondages, il reçoit le soutien indirect du fondateur de Wikileaks. Alors, faut-il outer Julian Assange? Il y a 10 ans, Julian Assange fonde Wikileaks et dévoile les secrets de la planète politique. Le cyberanard démonte les puissants. En 2015, il appuie Bernie Sanders avant de rouler pour le vieux beau avec poche pleine et moumoute cubiste. Avec ses cheveux jaunes et mes cheveux blancs, on forme un œuf. Sur Hillary, c'est un jour, une casserole. Le 15 octobre, il balance ses liens avec la banque Goldman Sachs. Le 16, ses tactiques secrètes pour gagner le vote des Noirs. Le flux est tel que l'ambassade d'Équateur à Londres, où il est réfugié, vient de lui couper la chic Internet. Assange fédère la haine contre Hillary, Tea Party, conspirationniste et même Kremlin, puisque Juju est accusé de recycler le produit des hackers de Poutine. Pourtant, l'Australien, vaniteux, vénal et parano, accusé d'agression sexuelle en Suède, a été un héros de la liberté. Seigneur Julian, il faudrait songer à aérer un petit peu, parce que ça sent l'œuf.
Le bambin élevé chez les babas, à qui sa maman a fait l'école, qui a son propre cheval, qui devient papa à 18 ans, qui pirate la NASA, et le Pentagone, qui perd la garde de son fils et s'en fait des cheveux blancs, est désormais l'idole des Trumpetistes. Une sacrée fausse note. Merci Thibault Nolte. Christine Joumello, est-ce que Hillary Clinton peut pâtir de ces révélations ? Oui, sans doute, parce qu'elle est déjà quand même très affaiblie par son exposition extraordinaire. Elle est là depuis très longtemps, Hillary Clinton. C'est une femme ? C'est une femme. Donc elle a aussi un certain nombre d'éléments qui la placent dans le camp des candidats inhabituels. Voilà. Des outsiders, bien que ce soit un insider évidemment classique dans son cas. Mais Assange n'est pas vu comme un traître. C'est pas Wikileaks, c'est des traîtres à l'Amérique, donc ce qu'ils disent, on s'en fiche. Non. Ça porte dans le débat américain. C'est utilisé par les républicains, précisément. Ça n'est pas que Wikileaks, c'est parce que Trump donne à ces emails, en fait une caisse de résonance et en fait un de ses arguments principaux dans la campagne. Oui, absolument. Mais il faut dire quand même que la proximité de Clinton avec Wall Street pose un problème réel, y compris au sein de la base démocrate, n'est-ce pas? De tous ceux qui, du côté de Sanders, ont voté pour une alternative. La proximité parfois incestueuse de la famille Clinton avec les milieux financiers américains pose problème. Politique étrangère. Politique étrangère, il y a un autre sujet, c'est la Russie. On se croirait revenu au temps de la guerre froide avec le grand Satan Poutine. Alors, Hillary Clinton, elle accuse tout simplement Donald Trump d'être la marionnette de Vladimir Poutine. C'était dans le débat hier soir. On écoute et on regarde. From everything I see, has no respect for this person. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. And it's pretty clear. You're the puppet. It's pretty clear you won't admit that the Russians have engaged in cyber attacks against the United States of America, that you encouraged espionage against our people, that you are willing to spout the Putin line. Alors, en fait, Pape Dia, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Est-ce que les reproches d'Hillary Clinton sont vrais? Est-ce que Trump encourage l'espionnage? Et deuxièmement, est-ce que les reproches de Trump sont justes? Est-ce que Hillary Clinton veut une nouvelle guerre froide, voire une guerre tout court avec Poutine? Si Trump n'est pas en ligne directe avec Poutine, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas condamné les affaires de fuite relatives aux emails d'Hillary Clinton et puis d'une manière générale le fait que la Russie soutienne Trump de façon officieuse. Oui, mais est-ce que c'est pas logique? Parce que Hillary Clinton, elle déteste personnellement Lavrov, elle les trouve machos, elle les trouve brutaux. Est-ce qu'il n'y a pas une agressivité anti-russe de Hillary Clinton ou c'est... Elle campe sur une ligne qui est plutôt une ligne en effet relativement dure, avec un cran un peu plus dur d'ailleurs par rapport à la ligne Obama, et elle l'a signalé depuis plusieurs années, par opposition à Trump, dont les grandes lignes de la politique étrangère quand même relèvent de l'isolationnisme, ce qui quand même plaît à une Russie qui est, elle, au contraire, souhaite avancer. Expansionniste. C'est cela. Donc il y a une forme, me semble-t-il, de complémentarité entre la Russie de Poutine et les États-Unis de Trump, enfin du Trump candidat, bien sûr. Oui, Philippe Golub, quand Donald Trump, un peu matamor, dit « je sortirai de l'OTAN si je suis élu », c'est faisable? C'est-à-dire que c'est curieux comme déclaration. Enfin, c'est la logique d'une forme d'isolationnisme. C'est curieux comme déclaration, puisque la puissance américaine repose sur une structure internationalisée d'intérêts à la fois de sécurité économique, sans lesquels les États-Unis ne seraient pas la puissance dominante du monde qu'ils sont aujourd'hui, et ceci depuis longtemps, n'est-ce pas? Donc ce sont des déclarations curieuses qui disent deux choses. D'un côté, Trump ne sait pas de quoi il parle, mais ça nous le savons. Il n'y a pas de culture politique. Il ne sait pas de quoi il parle sur tous les sujets sur lesquels il parle. Deuxièmement, c'est vrai que c'est une forme d'isolationnisme. Je crois que c'est ancré dans la famille Trump. Le père de Trump était un partisan du America First, ce mouvement d'entre les deux guerres qui était isolationniste, plutôt pro-fasciste, pas explicitement, mais plutôt pro-fasciste. Donc, on était là dans la famille. Je parle de la famille, je ne parle pas de Trump lui-même. Je ne sais pas quelles sont ses convictions intimes. Mais donc c'est quelque chose de très curieux, mais qui n'aura pas lieu puisqu'il ne sera pas élu. Alors, l'Amérique d'Hillary Clinton sera comment? Est-ce qu'elle sera isolationniste? Est-ce qu'elle poursuivra le désengagement européen d'Obama? Ou au contraire, est-ce qu'elle reviendra, Christine Zoumello? Il est possible, oui, en effet, qu'elle se place quand même dans le prolongement de ce qu'a fait Obama. Je crois que
Trump, en fait, on le prend un peu trop au pied de la lettre. C'est quelqu'un à prendre au sérieux, mais pas au pied de la lettre. Donc, il dit quelque chose et son contraire. Donc voilà, je crois que ces électeurs ont dépassé le stade de « j'écoute ce que dit Trump », c'est « je vote pour Trump ». Hillary Clinton sera, comme on vient de le dire avant, une présidente plus interventionniste, si elle le peut. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes extérieures, des contraintes internationales qui jouent. Hillary ne pourra pas faire tout ce qu'elle veut dans un système international qui, quand même, a beaucoup évolué depuis 20 ans. Une dernière question. Immigration, est-ce qu'elle devra, sous la pression de l'électorat de Trump, petit blanc, fermer plus fortement les vannes et empêcher les Mexicains de rentrer aux États-Unis un peu plus que ce qui est pour le moment? C'est déjà en partie la politique actuelle. Actuellement aux États-Unis, les frontières ne sont pas ouvertes à l'immigration. Il y a des immigrés des contrôles extrêmement stricts. Le fameux mur dont parle Trump, en tout cas, existe en partie quand même sur la frontière mexicaine. Il y a des patrouilles. Bref, il y a déjà une politique qui n'est pas une politique laxiste, contrairement à ce que Trump laisse entendre. Du côté d'Hillary Clinton, on a plutôt, me semble-t-il, là encore, la prolongation de ce qui existe avec des procédures de régularisation pour les immigrés qui sont installés dans certaines conditions aux États-Unis depuis un certain temps. Donc on a quand même quelque chose de relativement raisonnable, mais qui ne relève pas du laxisme politique, loin s'en faut. Merci à tous les trois. Les résultats, on en débattra peut-être avec vous. Dans 3 semaines, c'est le 8 novembre. Vous irez voter au Harris Bar ou ailleurs? À Paris? À New York. À New York, vous avez, oui. Non, j'ai voté de Paris dans l'État de New York. Très bien. Dans un instant, Xavier Mauduit laissera libre cours à sa passion napoléonienne et nous emmènera à Erfurt en 1808, tandis que François Saltiel nous présentera le cendrillon pakistanais. Mais d'abord des intox. Ce soir, les forcenés de la vérification donnent un coup de règle sur les doigts du MEDEF à propos des impôts des entreprises. Le gouvernement se vante d'avoir massivement baissé les prélèvements sur les entreprises en 5 ans. Mais ces cadeaux ont-ils été effacés par d'autres hausses d'impôts encore plus importantes? C'est ce qu'affirmait le MEDEF dans une étude reprise par Le Figaro qui fait un bilan assassin de la politique fiscale de Hollande. Alors que le gouvernement assure qu'en 2017, les entreprises vont payer 2 milliards d'euros d'impôts de moins qu'en 2011, l'organisation patronale affirme qu'en réalité, elles paieront 16,4 milliards d'euros de plus. Ce qui fait quand même 18 milliards d'écart. Desintox a pris sa calculatrice et a cherché à comprendre ce gouffre et les curieuses méthodes de calcul du MEDEF. Prenons par exemple la fiscalité locale. Selon le MEDEF, ce sera 9 milliards d'euros de plus en 6 ans. Problème, la hausse s'explique en majeure partie par une hausse mécanique de l'impôt qui n'a rien à voir avec des décisions politiques. En regardant bien les hausses compilées par le MEDEF, on trouve aussi des impôts comptés 2 fois ou très surévalués, comme la taxe sur les transactions financières évaluée à 1,6 milliard, c'est-à-dire 1 milliard de plus qu'en réalité. Si les hausses d'impôts sont surestimées, les baisses sont-elles minorées? Le MEDEF estime ainsi que le CICE, ce crédit d'impôt qui vise à réduire les charges des entreprises, rapportera 16 milliards d'euros aux entreprises en 2017. En fait, ces dernières disposeront d'une créance de 19 milliards, 3 milliards de plus. Si on met tout bout à bout, on se rend compte qu'on peut alléger de plus de 17 milliards la facture totale dénoncée par le MEDEF. D'après les calculs de Desintox, la politique fiscale du gouvernement se traduit donc par une baisse d'environ 1 milliard d'euros entre 2011 et 2017, bien loin d'une hausse de 16,4 milliards. Ah bah c'est pas pareil, en effet. Merci Desintox. Salut Ziggy. Bonsoir. Ça y est, c'est le nouveau truc, le cœur des Apollons du Belvédère. Bon, Xavier Mauduit. Capitaine, dites-moi. Une rencontre hier soir, Vladimir Poutine, Angela Merkel et François Hollande, capitaine, voilà, se sont retrouvés à Berlin pour discuter de la Syrie et de l'avenir de l'Ukraine. Et vous, cette rencontre au sommet entre un chef d'État français et un Allemand, vous en rappelez quoi? Eh ben, la rencontre avec le tsar, parce qu'on est en Allemagne. Ah non, pas un Allemand, un Russe. Oui, un Russe, c'est ça, mais enfin, on est en Allemagne quand même. Hein. Et nous allons à Erfurt, c'est au sud-ouest de Berlin, le 4 octobre 1808, quand Napoléon tente de séduire le tsar Alexandre Ier. L'empereur des Français a poussé ses conquêtes jusqu'aux portes de la Russie, mais il n'a pas été plus loin. Hein. Il a même signé la paix avec le tsar l'année précédente, c'est le traité de Tilsit. Et maintenant, Napoléon songe à guerroyer en Espagne. Mais pour cela, il veut avoir la certitude que l'empereur ne va pas l'attaquer. Vous voyez, il n'a pas envie de se faire attaquer par derrière. Donc, il faut séduire Alexandre.
à Erfurt. Napoléon reçoit le tsar avec tous les honneurs dans une résidence magnifique et il utilise le théâtre pour sa propagande. Napoléon a fait venir les acteurs de la Comédie Française, dont le célèbre Talma. Et ce mardi 4 octobre 1808 au soir, c'est une pièce de Voltaire, Oedipe, qui doit être jouée dans un but bien précis. Lequel ? Il faut que le tsar entende distinctement ces vers de Voltaire. L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux. Ah, c'est beau, c'est flatteur. Oui. Il y a un souci. Ça s'adapte à tout le monde, c'est bien. Oui, mais le problème, c'est qu'Alexandre est sourd comme un pot. Enfin, il a des gros problèmes d'édition, quoi. Mais super Napoléon a réponse à tout. Au lieu d'installer le tsar dans une loge, comme le veut le protocole, il fait construire une estrade à la place de l'orchestre. Vous voyez, juste au plus près de la scène, là, comme ça, le tsar peut entendre que l'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux. L'amitié ne souffre pas de l'ambition. En 1812, les deux hommes se font la guerre. C'est la campagne de Russie. Voilà. Alors, surtout juste vous. Pour terminer, dans l'Europe napoléonienne, le tsar est une star du concert des nations, dont Napoléon est le pivot. Bonsoir à tous. D'un côté, le mot star et de l'autre, le mot tsar. Et vous aurez remarqué que star est l'anagramme parfaite de tsar. Alors évidemment, les tsars ne savaient pas qu'ils étaient des stars, mais certaines stars d'aujourd'hui se comportent parfois comme des tsars. J'ai l'impression d'avoir un ventriloque de François-Xavier Pivot. Il va faire carrière, c'est notre nouveau pivot. Non, mais beaucoup mieux. Notre nouveau pivot, matinée de notre nouveau Deco. Alors, vous avez trouvé le Cendrillon du 21e siècle. Il est pakistanais, il vend du thé, il a des yeux de chat. Vous connaissez tout après la guerre du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan. Peut-être qu'ils vont pouvoir connaître la trêve du thé grâce à ce vendeur au marché d'Islamabad. Regardez-le. Il est magnifique, c'est une photo qui a fait battre la chamade. Il est là, il a émoustillé toutes les filles de la région et peut-être même quelques hommes. Ce regard enivrant, cette saveur de mystère et ses yeux revolver qui apaisent les tensions de part et d'autre de la frontière. On valide ou pas, Nadia? On valide complètement. Nadia est déjà au consulat pour prendre un billet d'avion. Pour la chronique. Alors, il s'appelle Arshad Khan, il vient d'avoir 18 ans, il est beau comme un enfant et a été capturé par l'objectif d'une photographe pakistanaise en balade au marché. Alors, elle a posté cette photo sur Instagram et quelques dizaines de milliers de likes plus tard, il est devenu une véritable tsar du réseau. Merci Pivot. Regardez-le, et même le terme chaiwala, qui désigne en fait vendeur de thé, est un des termes les plus commentés sur Twitter au Pakistan, en Angleterre et même en Inde, dont certains revoient leur position, comme ce tweet qui nous provient de New Delhi et qui dit « Si les Pakistanais ont un vendeur de thé comme celui-là, arrêtez d'envoyer les bombes ». Alors le héros du jour tombe des nues devant tant d'éloges et il confie, les yeux dans les yeux, sur sa télé nationale, qu'il est très heureux et ravi de rapprocher les peuples et les frères ennemis. Voilà. Donc Arshad maintenant a d'autres rêves, il veut devenir comédien, il va donc lâcher son thé pour les plateaux de cinéma. Une marque lui a même confié l'image d'un site de mode, il en devient même l'égérie, mais Arshad pourrait rêver à un destin encore plus grand. Il pourrait se servir de sa beauté pour transcender les frontières. Il pourrait même, je sais pas, avec ce désir, faire en sorte que les enfants se rassemblent. Mais non, mais c'est vrai que quand on voit ce chaiwala et qu'on prend une petite gorgée de thé, on ne peut pas s'empêcher de rêver. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va être invité sur Arte, vous n'allez pas résister? C'est vrai. Oui, ça arrive, absolument. Cœur. Merci de votre fidélité à 28 minutes. Merci tous les deux à suivre sur Arte Chérie les 2 derniers épisodes d'Indian Summers. On n'est pas si loin d'Islamabad après tout. Chaleur et poussière au pied de l'Himalaya. Si on est quand même un peu plus haut dans l'inconscience du crépuscule du rage. À demain 20h05 avec le club. On se quitte avec Bobby Lapointe et la peinture à l'oil. Clin d'œil à la collection Choukine et à notre premier invité merveilleux. Tchuss. À demain. La peinture en l'oil, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau. Dali daladi.